Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Horia Boutelja, porte-parole du Parti des indigènes de la République. Bienvenue Horia Boutelja, alors vous êtes porte-parole du Parti des indigènes de la République, auteur de cet ouvrage polémique qui s'intitule « Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire » paru aux éditions La Fabrique. Alors vous précisez d'emblée que les catégories que vous utilisez, les Blancs, les Juifs, les indigènes, sont des catégories sociales et politiques. Oui, et ça me permet tout de suite de rebondir sur la polémique, parce qu'effectivement, il a suscité une forte polémique dès qu'il est sorti. Alors, notamment par le titre, les Blancs, les Juifs et nous, qui sont pour moi des catégories sociales et politiques, qui sont des produits de l'histoire coloniale, ce qui signifie qu'elles n'existent pas dans la nature. Ce qui signifie qu'elles sont réellement un produit de l'histoire, qu'elles sont un produit des systèmes sociaux et politiques, qu'on peut trouver leur enracinement dans l'histoire, qu'on peut comprendre pourquoi elles ont existé et pourquoi elles continuent d'exister, et informer les relations sociales aujourd'hui dans la France contemporaine. Pourquoi vous les reprenez exactement? Pourquoi vous reprenez ces catégories? Je les reprends parce que il y a une idéologie française qui s'appelle l'universalisme, qui consiste à laisser croire que nous serions tous des citoyens égaux, qui à mon avis est une idéologie mortifère, apolitique, au sens où elle nous empêche de voir les clivages et les divisions dans la société française. Il n'y a pas d'universalisme dans la mesure où la société est clivée en classes, par exemple. Il y a des riches et des pauvres, il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a des blancs au sens statutaire du terme, comme il y a des indigènes au sens statutaire du terme, ce qui ne signifie pas que ces catégories sont légales, hein, elles sont parfaitement officieuses, mais n'empêche que elles agissent, elles informent notre quotidien et surtout elles créent des discriminations. Il y a une chose qu'on dit rarement concernant le racisme et les discriminations, c'est que s'il y a une catégorie qui subit le tort racial et donc qui est empêché, qui est plus au chômage que le reste de la société, il faut peut-être s'interroger sur qui bénéficie du privilège racial. Alors on vous reproche... Et donc c'est cette relation entre deux pôles qui constitue le racisme républicain. Justement, donc on vous reproche d'évoquer la question raciale, mais d'évacuer la question sociale. Alors d'abord, la question raciale est éminemment une question sociale. C'est une question sociale, hein, au sens où c'est un processus social qui crée la race. Donc c'est une question sociale. Il se trouve que la race, au sens politique du terme, est un système qui empêche les catégories celles qui sont au plus bas de la société, précisément d'évoluer positivement dans la société. Et c'est ce qui fait qu'elles sont que les Noirs, les musulmans, les Roms sont au plus bas de l'échelle sociale et plus au chômage, par exemple, que le reste de la société. Donc il s'agit bien d'une question sociale. Simplement, il faut la traiter en la définissant de manière claire. Alors sur le chapitre consacré aux Blancs, vous affirmez que les Blancs, pour maintenir leur projet impérial, ont mis en place un appareil politico-idéologique qui s'intitule le système immunitaire blanc. Alors c'est quoi ce système immunitaire blanc? Je l'ai défini comme étant à la fois le monopole de l'éthique et, rappelez-moi, et l'humanisme blanc. Et l'humanisme, effectivement. C'était une manière de prolonger le projet impérialiste après les indépendances. En réalité, les indépendances ont été des vrais mouvements d'indépendance, au sens où il y a eu des luttes qui ont amené à l'indépendance, mais ce sont des indépendances qui sont inachevées dans la mesure où le projet impérialiste s'est métamorphosé. Alors effectivement, les Français sont partis d'Algérie, ça ne signifie pas que le système de la France-Afrique n'a pas perduré, ne s'est pas métamorphosé. Or, souvent avec les élites. Souvent, évidemment, en collaboration avec les dirigeants et les élites des pays concernés. Ce système-là qui perdure jusqu'à aujourd'hui, la France-Afrique, c'est un rapport mafieux, c'est un rapport de type mafieux avec le reste de l'ancien monde colonisé, eh bien, il faut, d'une certaine manière, le justifier. En tout cas, donc en fait, l'humanisme blanc et le monopole de l'éthique, c'est une manière idéologique et politique de se racheter une bonne conscience en développant des bons sentiments
vis-à-vis du monde. Alors, c'est des bons sentiments qui sont précisément l'apanage de ce que nous appelons la social-démocratie, c'est-à-dire ce champ politique qui va, en gros, de la gauche républicaine, disons le PS, jusqu'à la droite. Cette frange du champ politique français qui représente, pour moi, l'humanisme blanc. Alors, sur le chapitre intitulé « Les Juifs », vous affirmez pourquoi vous n'irez pas à Auschwitz. Oui, j'ai dit que je n'irai pas à Auschwitz parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène dans l'idée d'exiger d'une partie du peuple français, celui qui vit dans les quartiers populaires, celui qui est issu de l'histoire coloniale, celui qui a été victime de l'histoire coloniale et dont on ne reconnaît pas encore le tort politiquement, eh bien je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène à exiger de lui qu'il aille à Auschwitz, qu'il aille endosser un crime qu'il n'a pas commis, mais qui a été commis par les États européens, donc de l'endosser moralement, sans contrepartie. C'est-à-dire qu'en réalité, on nous demande d'endosser ce crime moralement, mais à aucun moment, on ne reconnaît les crimes coloniaux et les crimes de la traite négrière, par exemple, comme faisant partie de l'histoire de France. Il me semble qu'il y a une exigence politique majeure qui consiste à dire il est important, il est nécessaire, il est même primordial aujourd'hui, si on veut aller vers une fraternisation, eh bien que ce pan de l'histoire de France, qui est constitutif de l'histoire de la France, eh bien, soit reconnu, c'est-à-dire que le crime colonial soit pleinement reconnu et assumé. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de réciprocité, et j'ajoute que si je ne veux pas aller à Auschwitz, c'est aussi parce que Auschwitz est l'otage à la fois de l'idéologie israélienne, qui est une idéologie coloniale, et est otage de la bonne conscience française. Alors sur le chapitre intitulé « Nous les femmes indigènes », vous écrivez, je vous cite, « J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie et à l'islam ». Alors ça veut dire quoi appartenir à ma race, à l'islam et à l'Algérie? Ça veut dire qu'il y a une idéologie républicaine qui trouve sa source dans l'histoire coloniale, qui s'adresse aux femmes de l'immigration et qui leur dit en substance « échappez à votre famille, échappez à votre religion, libérez-vous ». Frantz Fanon, déjà lorsqu'il s'est penché sur l'Algérie, il avait déjà cerné en fait ce projet qui est un projet de type colonial, qui consiste à libérer les femmes malgré elles, du tissu social auquel elles appartiennent. Je refuse de me libérer du tissu social auquel j'appartiens. C'est un acte politique de ma part que de dire j'appartiens à l'Algérie, j'appartiens à l'islam, j'appartiens à mon quartier, j'appartiens à ma famille. C'est un acte politique de dire je refuse cette invitation à une libération forcée. Mais vous dites forcée, mais vous acceptez le principe d'une libération, mais selon vos conditions. Le principe de la libération, il est toujours le bienvenu, à condition que ce soit mon fait et à condition, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit à mes conditions. J'ai le droit de dire que j'aime ma famille. J'ai le droit de dire que j'aime mon père. J'ai le droit de dire que j'aime mon frère. J'ai le droit de dire qu'effectivement, il y a conflictualité à l'intérieur de nos familles, mais il est hors de question qu'un pouvoir extérieur vienne m'inviter à cracher sur les gens de ma famille, ceux qui m'ont élevé, ceux qui se sont sacrifiés pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le conflit, évidemment, il existe partout, je ne le nie pas, et je ne nie pas non plus les rapports de domination, notamment de genre, à l'intérieur de nos communautés, mais il me semble que c'est à nous de les prendre en charge, avec notre rythme, avec notre agenda, sans qu'on soit invité par un pouvoir qui nous invite donc en fait à nous libérer, malgré nous, et pour des desseins, et pour un projet dont je ne sais pas où il nous amène. Et je ne veux pas être la complice de ce que je crois être un racisme républicain. Alors vous affirmez que vous appartenez à l'islam, à l'Algérie, à ma race. Vous écrivez, page 139, je vous cite là encore une fois, « Ce que je suis, je le sais, une femme moderne et intégrée qui ne sait pas faire la kasra ». La kasra, c'est une galette de semoule de blé très connue au Maghreb, notamment en Algérie, et à qui on a appris la fierté de trahir sa mère. Alors vous êtes qui? Vous appartenez à l'islam, à l'Algérie, ou vous êtes une femme intégrée, une femme moderne? Eh bien, je suis tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, je brosse le tableau de ce qu'est
des conséquences de l'intégration en réalité. Lorsqu'on est arraché à son histoire, eh bien, on est le produit de l'histoire moderne. Et moi, on m'a appris en France à devenir une femme moderne. Et effectivement, je crois que personne n'en fait. Vous acceptez d'être une femme moderne, ou plutôt il y a un tiraillement entre la femme moderne que l'on somme d'être et le fait d'appartenir à l'islam et à l'Algérie? Ce que je dis, c'est que le produit de l'intégration française a fait de moi une femme moderne à qui on a appris la fierté de trahir sa mère. C'est ce que je dis, effectivement. C'est mon histoire, et c'est l'histoire des femmes de l'immigration de ce pays. Je le regrette, mais je fais avec. Je fais avec cette réalité. Mais ça ne veut pas dire que je m'arrête là. Je souhaite stopper ce mouvement d'intégration. Alors comment comptez-vous justement stopper cette politique d'intégration? Je suis, et je me constate, indigène de la République. Je pense qu'il faut se libérer de ce statut qui nous enferme. Pour ça, il faut une politique de libération, une politique de libération. Mais se libérer de quoi? De la culture d'accueil? Non, non, non. Se libérer d'un système qui nous opprime. En tant qu'arabo-musulman, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, mais on pourrait dire en tant que noir. Eh bien, pour se libérer de ce statut, il faut proposer une politique de libération. Une politique de libération ne peut pas faire l'économie de ne pas penser les structures de l'État-nation et les structures de l'impérialisme. Donc, on est dans ce contexte-là, on est dans ce cadre-là, on est à l'intérieur de l'État-nation, on est à l'intérieur de l'État-nation impérialiste. Eh bien, il faut refuser les structures, il faut refuser l'impérialisme, il faut refuser les rapports Nord-Sud, il faut refuser ces rapports Nord-Sud qui pillent une grande partie de l'humanité, et qui créent les conditions, par exemple, de l'exode des réfugiés, tout simplement. Il faut refuser de s'enrichir sur le dos du tiers-monde. Il faut, à l'intérieur de l'État-nation, faire une politique de justice sociale. C'est ça, une politique de libération. Et ça nécessite de créer des rapports de force, ça nécessite de faire de la politique, tout simplement. Alors sur Sartre, vous dites qu'il n'est pas Camus, mais il n'est pas également Jean Genet, enfin le poète et écrivain français Jean Genet, car au-delà de sa sympathie qu'il peut avoir pour les peuples colonisés, Sartre n'a jamais remis en cause la légitimité et l'existence de l'État d'Israël. Alors je reprends ce slogan d'extrême droite pour me l'approprier à la fin et dire qu'en réalité, fusiller Sartre, ça peut être un slogan décolonial. Je mets en opposition trois figures intellectuelles françaises, Camus, le colon, qui a été condamné par les grands intellectuels algériens comme Katib Yassine par exemple. Nous savons d'un point de vue algérien qu'il était un colon et qu'il défendait un compromis avec le colonialisme. Il y a Sartre, qui était très engagé contre le colonialisme en Afrique du Sud, contre l'apartheid. Il s'est déclaré porteur de valise du FLN, ce qui signifie qu'il était extrêmement radical. Pour la fin, il a fait la fameuse préface des Damnés de la Terre de Frantz Fanon, ce qui n'est pas rien, ce qui fait de lui un personnage anticolonial de premier ordre et qui fait de lui un grand intellectuel et quelqu'un de très engagé. Il n'empêche qu'il a achoppé sur la question israélienne. C'est-à-dire qu'en fait, il a participé, il a encouragé la création de l'État d'Israël. Et pour moi, c'est l'angle mort de Sartre qui fait que, pour nous, il est un personnage français, blanc, inabouti. Et donc, j'oppose cette figure Sartre à Jean Genet, qui lui, en revanche, a pris fait et cause pour l'anticolonialisme dans toute sa globalité. Et il était évidemment pro-palestinien, il était avec les Black Panthers, il était aux côtés des luttes de l'immigration, déjà dans les années 60 et 70 en France. Donc pour moi, c'est, si vous voulez, l'idéal de l'allié blanc. Alors, dernier chapitre de votre livre s'intitule Allahu Akbar, Dieu est plus grand, donc une formule strictement musulmane, formule liturgique strictement musulmane. Alors, sur l'indigène musulman, vous dites, je vous cite là encore une fois, oui, de sa foi, l'indigène tire sa puissance, il est un homme politique qui s'ignore. Alors, pour vous, l'islam, c'est avant tout un vecteur de mobilisation politique ou une spiritualité? C'est une spiritualité et c'est un vecteur de mobilisation politique. Et moi, ce qui m'a intéressé dans la formule Allahu Akbar, c'est que je lui trouve une très très forte puissance philosophique. Pour moi, Allahu Akbar, c'est effectivement une forme d'universalité qui invite à penser le fait qu'il y ait Dieu
et que par opposition à Dieu, donc Allahu Akbar, il est le plus grand, et par opposition à Dieu, il y a les créatures humaines. Et dans les créatures humaines, c'est-à-dire l'humanité, il n'y a pas de hiérarchie possible. Il y a Dieu, qui est la hiérarchie suprême, et nous qui sommes tous en bas. Ça veut dire que pour moi, Allahu Akbar, c'est un message qui signifie en réalité une égale dignité de tous les humains. Et dans cette égale dignité, si on comprend Allahu Akbar dans sa dimension très fortement philosophique, eh bien ça signifie qu'il ne peut pas y avoir de domination à l'intérieur des humains. On est tous égaux. On est tous égaux. Alors vous faites une proposition concrète, vous proposez la politique de l'amour révolutionnaire, qui est une formule empruntée à l'université américaine d'origine mexicaine qui s'appelle Sheila Sandoval. Alors c'est quoi exactement l'amour révolutionnaire? Alors, plus exactement, une politique de l'amour révolutionnaire. C'est quoi justement? Qu'est-ce que c'est? La question qui vient en amont, c'est est-ce que la guerre est inéluctable? On vient de vivre des moments très douloureux en France, des attentats, Charlie Hebdo et plus récemment le 13 novembre. Ça doit nous interroger profondément. En ce sens, est-ce que la guerre civile est inéluctable? Est-ce qu'on va se faire la guerre? Est-ce qu'on est obligé de se faire la guerre? Est-ce qu'on est obligé de se haïr? Est-ce qu'on est obligé de se détester? Ma réponse est non. Il y a une autre possibilité, c'est l'amour révolutionnaire. Et pour cet amour révolutionnaire, il faut poser nos conditions. Et les conditions, c'est les conditions de la justice sociale. C'est-à-dire, en réalité, est-ce qu'on veut la paix? Ma réponse est oui. Est-ce qu'il faut la paix? Oui. Est-ce qu'il faut militer pour la paix? Oui. Sauf que la paix est un projet, ça n'est pas un postulat de départ. Aujourd'hui, on est dans un contexte extrêmement dur, où il y a une offensive islamophobe extraordinaire, où les langues se délient, où on a le sentiment qu'on va avoir du mal à endiguer ce mouvement. Eh bien, avec les gens de bonne volonté, avec tous ceux qui comprennent nous sommes en train de vivre un moment inquiétant, un moment dangereux, eh bien, il faut se mettre autour d'une table, il faut réfléchir et proposer une alternative. L'amour révolutionnaire, ou une politique de l'amour révolutionnaire, c'est comment résister à une politique, d'abord ultralibérale, raciste, qui opprime une grande partie du peuple français, celui qui vit dans les quartiers populaires en particulier. Je rappelle qu'il y a eu quand même entre 2000 et 3000 perquisitions dans le cadre de l'état d'urgence, qui a traumatisé des centaines de familles. Eh bien, à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on fait la politique du pire ou non? Moi, je pense qu'il faut sortir par le haut. Il faut lutter contre le racisme d'État, lutter contre les injustices sociales, lutter contre l'impérialisme, lutter contre la criminalisation de BDS, c'est extrêmement important. Tout ça milite dans le sens d'une politique de l'amour révolutionnaire. Et j'en profite pour dire qu'il y a en ce moment un mouvement qui a l'air de se constituer, qui prend forme et qui s'appelle Nuit debout. Eh bien, je pense que Nuit debout ne peut pas faire l'économie de penser la question qui est soulevée par les quartiers populaires en termes de violence policière, en termes d'état d'urgence, en termes de perquisition, en termes d'islamophobie, en termes de négrophobie, en termes de contrôle aux faciès, en termes de sionisme, en termes de relations nord-sud. Eh bien, toutes ces questions-là sont les conditions pour sortir par le haut avec les quartiers populaires, avec ce que représente Nuit debout, vers une politique de résistance contre un gouvernement qui, a priori, ne nous veut pas que du bien. Dernière question, Horia Boutelja, allez-vous enfin apprendre à faire la kasra? Je m'y attelle. Merci Horia Boutelja. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire, paru aux éditions La Fabrique.